Comme tous les matins, Europe 1 réveille ses auditeurs avec la motivation d'être leur radio favorite. Un ton familier, une référence qui depuis 60 ans accompagne les journées de générations de Français. Depuis 1955, Europe 1 a l'ambition de participer au mouvement du monde. Coluche, Mai 68, Salut les copains, le Top 50, la guerre d'Algérie, Europe Stop ou les dossiers extraordinaires. Juste quelques-unes des émissions cultes et des moments forts qui ont façonné l'ADN d'Europe 1 et marqué la mémoire collective. Cette connivence ne s'est pas faite sans difficulté, sans lutte. Elle a son histoire. Concurrence, pression politique, ambition contrariée. Un ton qui paraît aujourd'hui si naturel est le résultat d'une histoire riche, ambitieuse et humaine, passée à humer l'air du temps, pas tout à fait comme ailleurs. Tout à fait au départ, il y a un bonhomme qui s'appelle Michelson. Il a l'idée de faire une radio privée qui serait située évidemment en dehors des frontières. Il faut ne pas oublier que nous sommes dans une période où le monopole de l'État est absolu sur les ondes. L'ambition de Charles Michelson, c'était de faire une radio et une télévision. Ce qui les intéressait, c'était de créer la première télévision privée pour la France. Vous l'avez vu, le logo, le premier logo d'Europe 1 est dans un écran de télévision, vous l'avez remarqué. Europe 1 veut être la radio de cette France d'après-guerre qui pense ses blessures, qui vole en caravelle, mais dont 60% de la population a les toilettes à l'étage. Michelson engage une équipe de pionniers ambitieux. Pour les diriger, Louis Merlin, l'homme qui a fait de Radio Luxembourg la station la plus populaire. Puis Pierre Sabag, le créateur du premier journal télévisé, qui amène son programmateur musical Lucien Maurice. Pour l'info, Maurice Siegel et Jean Gorini, journalistes réputés, viennent de la presse écrite. Et c'est là, dans un tout petit local de 2 mètres sur 3, que Charles Michelson m'a reçu. Il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez? Être riche, célèbre ?»« Oui, monsieur. »« Combien gagnez-vous ?»« 21 640 francs par mois. Votre salaire est triplé. Au revoir, monsieur. » Je me suis retrouvé dehors, sans savoir que faire. J'étais embauché et j'ai traîné dans les couloirs pendant plusieurs semaines. C'est la pagaille totale, mais ça démarre. Jacques Provin, Michel Méry et Suzanne Gabriello sont heureux de vous annoncer, avec l'année nouvelle, la naissance de la station de radio la plus puissante du monde, Europe 1. Le nom Europe numéro 1, c'est une idée de Guy Mollet. La raison, c'était que c'était bon pour la propagation de la France en Europe. This is Europe number 1. Hier ist Europa Nummer 1. Ici, Europe numéro 1. Europe numéro 1 installe son émetteur sur la zone neutre du plateau de la Sarre, entre l'Allemagne et la France. C'est pour cela que l'on qualifie la station de radio périphérique. Le 1er janvier 1955, à 7 h du matin, Europe numéro 1, comme prévu, a lancé pour la première fois sa voix. Puis nous avons arrêté à 7 h 20. À 7 h 20. Oui. Car à partir de 7 h 10, les coups de téléphone ont commencé à pleuvoir de tous les azimuts, et notamment de Genève, car nous brouillions le radiophare de Genève et que nous empêchions tous les avions d'atterrir à Cointrin. Alors pendant très longtemps, on a essayé d'émettre à 200, après à 180, après 185, 183, 182. Je pense qu'Europe 1, c'était la première radio pirate. Vous êtes formidable. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi, vous êtes formidable. Et le premier thème de Vous êtes formidable, c'était D'où nous entendez-vous? L'acteur essentiel, c'est le public, c'est vous. Et la personne qui a gagné en quelque sorte, c'est monsieur que nous entendez de Dakar. Et ça donnait ça. Allô, je vous entends, oui, d'où appelez-vous? Dakar. Oh, Dakar, vous vous rendez compte, on nous entend à Dakar. Mais ce qui est énorme, c'est qu'en faisant cette émission, en appelant l'auditeur et que l'auditeur nous appelle, nous lancions quelque chose qui n'existait absolument pas. C'est Europe 1 qui a inventé le téléphone en liaison avec ses auditeurs. Maurice Siegel, Pierre Sabag et Jean Gorini n'avaient aucune expérience radio. On invente tout. Tout. Et pour commencer, ils ont inventé le modernisme dans l'expression. Louis Merlin, lui, avait dit « Vous parlez
aux auditeurs comme si vous étiez assis sur le bras de leur fauteuil. Edith Piaf est très nerveuse. Dans quelques heures, le public de la première l'attend. Ah oui, mais ne prenez pas des choses sans nous le demander. D'accord, mais je suis parce que je ne veux pas vous perdre. Vous savez combien de temps il y avait d'informations à Luxembourg à cette époque-là, quand on crée Europe 1? Il y a un bulletin de 5 minutes par jour. L'histoire des journaux toutes les heures, l'histoire que ce sont les journalistes qui font les journaux. C'est-à-dire, on arrête de parler comme des speakers de la RTF. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Et on s'est mis à parler naturellement. Mais toujours au service de l'auditeur, pour le renseigner le plus possible. En faisant beaucoup de directs. C'est ça qui fait l'originalité, à l'époque, d'Europe 1. Ça a été l'apparition des premiers magnétophones. Et le Nagra a été à l'origine de l'explosion d'Europe numéro 1. Cette capacité à fournir des programmes réactifs correspond à l'avènement du transistor qui voit les Français modifier leur façon d'écouter la radio. En 1957, il n'y a que 650 000 postes télé contre 10 millions de postes radio. À ce moment-là, sur l'ensemble des ondes, il ne passait pas un seul disque en anglais. Et là, il y avait deux ex-rivaux en tant que candidats présentateurs qui se sont associés. Et Daniel Philippaki et Franck Teno qui présentaient Pour ceux qui aiment le jazz, qui est une émission culte qui a cartonné. Siégel a poussé des cris en disant que ça va être du blabla épouvantable. Enfin écoute, on va bien voir. Bonsoir Daniel, comment vas-tu? Ah, ça va très très bien. Je vois un disque là. Attends, le prends pas. Pourquoi je le prendrais pas? Mais parce qu'on va le passer tout de suite. À l'époque, on ignorait à peu près quelle était l'écoute d'Europe 1. Et Louis Merlin a eu cette idée géniale de se dire, on va profiter du Tour de France pour sonder en quelque sorte la France. On va demander à tous les spectateurs qui sont au bord de la route de lever le pouce au passage de la caravane d'Europe 1. Et on a vu une forêt de pouces se lever sur le bord de la route quand arrivaient les voitures aux couleurs d'Europe 1, qui nous montraient que vraiment Europe 1 était installée et qu'elle avait trouvé son auditoire. 3 mois après, on est en faillite. On dépose le bilan. On n'a pas d'argent. Nous avons été réunis par le même Michelson quelques mois plus tard, qui nous a dit combien gagnez-vous? Tant, 2 fois moins. Michelson, ça a mal tourné. Et on apprend qu'il y a quelqu'un qui est devenu le propriétaire d'Europe numéro 1. Qui est? On dit Monsieur Sylvain Floirat. Oui, alors Monsieur Floirat est parti, il avait 14 ans d'ici. Et oui, monsieur. Et il avait combien d'argent dans la poche? Et il avait à peu près, je vous dis, 30 francs. Je suis né dans cette maison, dans cette chambre, n'est-ce pas? En dessous, il y avait la boutique de cordonnier de mon père, et ici, une petite épicerie que tenait ma mère. Il avait ses lunettes monture sécurité sociale très cheap, avec quelquefois un sparadrap pour faire tenir la branche qui était cassée. Qu'est-ce qu'il vient faire dans la radio? Rien. Sylvain Floirat est un industriel, à la tête de Breguet Aviation et de la compagnie aérienne Aigle Azur. L'État lui demande de sauver une banque en faillite, et dans ses actifs, il y a la majorité des actions d'Europe numéro 1. Vous êtes content? Moi, je suis très satisfait. Ce self-made man originaire de Dordogne, qui va devenir le président d'Europe 1, marquera durablement les hommes et le destin de la station. Puis quand il faisait les vœux à Europe 1, on chronométrait le temps qu'il mettrait avant de pleurer, parce qu'il était toujours très très ému, il avait la larme à l'œil. Parce que je suis excessivement sensible. Je dirais beaucoup trop sensible. Mais enfin, je suis comme ça, et j'en suis très content d'être comme ça. Alors, quand on avait 20 ans de radio, 20 ans, on avait droit à une montre. Alors, il venait, c'est lui qui nous la remettait, il pleurait à chaque fois. Europe 1, c'est une truffe, j'ai trouvé une pépite. Une année, c'était une pépite, une année, c'était une truffe. Et il pleurait parce que, oui, c'était son enfant, quoi. Et ça me gêne énormément, parce qu'évidemment, pour faire vraiment un très grand homme d'affaires, il ne faudrait pas avoir de cœur. Et moi, j'ai beaucoup de cœur. Et il dit, mais je comprends rien que dans cette affaire, comment est-ce qu'elle peut gagner des sous? Je dis, en vendant de la publicité. Ah, ça se vend? Avec de la radio? Ça s'envole dans l'air et les gens payent pour ça. Explication très difficile. Bon, et on démarre. Vous êtes formidable. Vous devez être devant la maison communale de Marcinelle. 14 août 56, c'est la catastrophe de la mine de Marcinelle, Belgique, qui fait 262 morts. L'émotion est énorme. Nous avons eu cette idée de demander à des gens qui avaient des automobiles pour faire le parcours entre la ville où ils étaient et Marcinelle. Ces voitures
pendant 7 jours, ont parcouru la France, sur des parcours tous différents bien entendu, qui étaient annoncés par les meneurs de jeu d'Europe 1 toute la journée. Toutes les voitures sont toutes arrivées le même jour et presque à la même heure à Marcinelle et ont remis leurs sous, c'était des millions et des millions de francs. Et nous avons pu vivre beaucoup de choses avec Vous êtes formidable dans cette ambiance-là. Le rideau rouge s'est écarté, sur la scène 6 musiciens et près du piano, une rose rouge à la main, Frank Sinatra. Lucien Maurice crée Musicorama, un rendez-vous mythique de concerts uniques à Europe 1 sur la scène de l'Olympia. Chuck Berry, Sinatra, Ray Charles ou Sammy Davis Jr. établissent la réputation de l'émission qui accueille ensuite les plus grands artistes français et fait débuter de nombreux talents. Enrico Macias, il est né à Musicorama. Adamo a explosé avec Musicorama. Une émission qui nous coûtait très cher et qui nous demandait un boulot de chien parce que toutes les semaines on montait un spectacle de 3 heures en direct et ça a été un des facteurs du succès d'Europe 1. Nous avions une excellente image. La radio chic, la radio qui crée l'événement. Donc les jeunes préféraient nettement Europe sur le plan musical. En allant aux États-Unis, j'ai vu l'intérêt d'une émission qui était diffusée de coast to coast. Uniquement les jeunes écoutaient des disques et dansaient dessus. Et c'était un triomphe. Et en rentrant, j'ai eu l'idée de faire saluer les copains et de demander à Philippe Aki de l'animer. La présentation de Daniel Philippaki et les invités, tout le monde se tutoyait comme dans la vie. Parce qu'on était tous copains et les gens se sentaient concernés. Il y avait plein de gens qui venaient à la sortie des repas, voir les invités, avoir des autographes. On fait partie de la famille, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais lycéen, j'aimais beaucoup la radio, j'aimais beaucoup le rock. Un jour où j'avais rien à faire, je suis allé dire que j'avais envie de voir le type qui présentait. Donc je suis monté dans un petit bureau assez délabré à côté des toilettes. Et il y a un type très sympa qui, au bout d'une heure, m'a dit bah écoute, je cherche des gens, des auditeurs de ton âge pour présenter de temps en temps l'émission avec moi. Et c'était Daniel Philippaki. Au début, c'était une demi-heure par semaine, après c'était 2 demi-heures, après c'était 1 heure par jour, et ça a fini 2 heures par jour, 7 jours sur 7. Quelques années plus tard, en 1963, pour fêter le premier anniversaire du magazine SLC, Europe 1 organisera un concert Place de la Nation pour écouter les idoles du moment. Est-ce que vous êtes des vrais copains? Est-ce que vous aimez le rock? Alors allons-y! Ce seront plus de 200 000 jeunes qui vont déferler, révélant la naissance d'une génération de futurs électeurs qui créent la mode et qui ont le pouvoir d'achat. On participe justement à l'économie du pays. J'achète. Et donc, en étant les premiers vers la jeunesse, je ne crois pas qu'on puisse se tromper. À l'aube des années 60, Europe 1 est populaire, mais financièrement fragile. L'État, au travers de la Sophirade, entre alors dans le capital de la station. Quelques années plus tard, cette participation se révélera à double tranchant. Parallèlement, Europe numéro 1 s'associe avec Bleustein Blanchet, le visionnaire de Publicis, pour créer Régie numéro 1. Et la publicité par la radio a créé un effet extraordinaire. En donnant à cette jeunesse le sentiment pour la première fois elle était concernée, elle s'est immédiatement intéressée. Flouara est tout heureux. Il a quelque chose qui va rapporter de l'argent, alors que jusqu'à présent, ça lui coûtait les yeux de la tête. Et me voilà bombardé, directeur général de Régie numéro 1, ce que je n'avais pas entrevu du tout. Bonjour, monsieur le maire. Une émission réalisée grâce à Butagaz Propagaz. C'est Butagaz qui avait été à l'initiative de l'émission, on peut dire. Parce qu'ils avaient demandé à Europe 1 de leur faire une émission qui touche les communes rurales qui étaient où se trouvait leur clientèle. 1, 2, 3, hop là, la flamme, la voilà. J'ai dit non, vraiment, ça m'intéressait pas. Et Gorini m'a dit, mais on vous demande pas votre avis. Hein. On vous a choisi, ça vous plaît, et vous le faites, ou sinon, ben, on ne vous retient pas. Ici, Pierre Bonte. 1961 marquera sans aucun doute une date importante dans l'histoire de la petite commune d'Oul en Oisans. Pour la première fois, une voiture automobile a pénétré dans le village. Et souvent, les agriculteurs m'écrivaient moi je vous écoute à l'étable. Beaucoup me disaient moi je vous écoute dans la voiture, parce que c'était aussi les débuts de l'autoradio. Cette émission et ceux qui la faisaient étaient considérés avec un tout petit peu de dédain, vous voyez, je vous dirais, de la part de mes confrères. Cette radio est née au moment de la guerre d'Algérie, quand j'étais lycéen, loin, à Oran, de l'autre côté de la Méditerranée.
il y avait ce qu'on appelait les événements en Algérie, sur les antennes les autres. Ici, on disait la guerre d'Algérie. Donc ça a été le choc d'avoir des gens qui nous parlaient directement, qui appelaient un chat, une guerre, une guerre. Ici Charles Finalteri qui vous parle d'Alger. À 19h précises, en plusieurs points de la ville, des bombes ont explosé. Je portais le paquet à mon oreille et j'entendis un tic-tac. État d'alerte donc pour la chasse aux bombes ce soir à Alger. Ici Charles Finalteri qui vous a parlé d'Alger, Europe numéro 1. Ce moment fondamental de l'histoire de France, où il y a le putsch des généraux, et où De Gaulle fait son discours, tous les soldats l'entendent sur un transistor et du coup se révoltent contre le putsch, dans l'ensemble, c'est surtout sur Europe 1 qu'ils écoutaient sur leur transistor. Je dis à tous les soldats français, c'est moi qui porte le destin du pays. Tous les soldats français doivent donc m'obéir. Nous devions installer l'auditeur en première ligne. Il devait être dans un fauteuil au milieu des balles qui sifflaient. L'alerte vient d'être donnée à l'instant. C'est ici un poste d'artillerie, donc vous répondez immédiatement par un tir. Il n'y avait pas peur de faire entendre la réalité brute, et on le vit, ce massacre. Mon lieutenant criait, je vous en supplie. Avec le recul, on peut penser comment Europe 1 était engagé contre la guerre d'Algérie. Pas du tout. Simplement, il racontait aussi bien la passion des pieds noirs, leur rancœur, les soldats. Enfin, on l'apercevait, on la voyait, on la vivait. C'était plus quelque chose d'abstrait dont on n'osait pas dire que c'était une guerre. Claude Terrien, celui que l'on appelle la conscience d'Europe 1, est le grand éditorialiste de ces années de guerre d'Algérie. Il était ami d'enfance d'Albert Camus. Et pendant la guerre, c'était sans doute le seul homme capable de faire la part des choses. C'est pas seulement les événements qui ont fait Europe numéro 1. Ce sont les gens d'Europe numéro 1 qui, par leur rigueur, par leur façon d'aborder les sujets, par l'école enseignée par Gorigny et Siegel, qui ont donné à la radio ses lettres de noblesse. En 1962, 6 auditeurs sur 10 écoutent Europe 1 parce qu'ils sont attachés à des grandes voix. Claude Terrien ou Julien Besançon pour l'info, ou Maurice Biraud qui règne sur la matinée, le prime time de la radio. Et à Europe numéro 1, les matinées sont le domaine réservé d'Anne Pérez et de Maurice Biraud. Bonjour à tous nos amis. Bonjour Anne. Bonjour Maurice. Je crois qu'il a apporté d'abord une façon de parler devant un micro le plus naturellement du monde, comme je vous parle en ce moment. Alors, comment ça va, monsieur Brandu? Bon. Eh oui, le bof national. Maurice ne touchait pas uniquement le public féminin. En fait, il touchait toutes les couches de la société. C'est ça qui était formidable. Comme ça, tout le monde est content. Grâce à ça, Biraud est devenu une vedette énorme. Il a fait le Tour de France, en vedette. Les villes l'accueillaient comme un président de la République, mais c'est incroyable. Signé Furax, de Pierre Dac et Francis Blanche. Allez vous, allez vache, allez fumier. Mademoiselle, vous allez lui dire qu'on a appelé de l'ambassade. Autrement dit, la contestation, c'est vous qui l'avez inventée. Ben, la contestation, tout au moins en ce qui concerne le système pileux des professeurs. Oui, mais vous avez inventé aussi les canulars au téléphone. Ben oui. Et ça s'appelait Bonjour chez vous. Ça s'appelait Bonjour chez vous. Je me trouvais dans un banquet d'Émile, dans une salle de cinéma où il y avait une espèce d'estrade, derrière laquelle il y avait Mitterrand et 3 ou 4 caciques du PS. Et Mitterrand dit j'apprends qu'on a un journaliste d'Europe numéro 1 dans la salle. Toute la salle, ouh. Europe n'était pas très populaire à l'époque, auprès du PS. Eh bien, ce journaliste, c'est Jakourevitch. Ouh. Eh bien, Jakourevitch doit tout de suite aller à la caisse pour parler à sa rédaction. Et là, j'ai Gorigny qui me dit, tu rentres immédiatement, tu prends le premier avion pour les États-Unis. La salle me voit rentrer. Ouh. Et Mitterrand dit, j'espère que c'est pas grave. Je dis, oh non, on vient d'assassiner le président Kennedy. Je suis allé devant l'immeuble d'où le tireur a tué le président Kennedy. À une fenêtre au 6e étage, 2 hommes qui tiennent un fusil à la main. Ces 2 hommes sont vraisemblablement des agents du FBI. Why are you here today? Pourquoi êtes-vous ici? Just pay memorial to the president. Juste afin de dresser une pensée au président des États-Unis. Ici, Jakourevitch qui vous a parlé de Dallas dans le Texas, Europe numéro 1. Il est 8h30. Les informations. Petit provincial bordelais, j'ai un transistor et j'écoute en 65 Europe 1 qui
donne le résultat du premier tour de l'élection présidentielle au suffrage universel. De Gaulle est en ballottage. C'est le choc parce qu'Europe 1 sonde à la sortie des urnes. C'est une première en France. Si la technique ne marche pas, la station joue sa réputation. Les résultats sont heureusement confirmés. L'antenne annonce même la réélection de Gaulle avec 90 minutes d'avance sur la télévision. Europe 1 trouve à nouveau un moyen de se différencier de la concurrence. Côté programme, Europe 1 est la radio chouchou du showbiz. Les artistes sont chez eux, rue François 1er, une complicité illustrée par Dans le vent, animée par Hubert. Dites rien, je suis un ami. Bon, merci, monsieur l'agent. Il y a un agent qui crie dégage, ça prouve que c'est le jeu dégage. C'était Dans le vent avec Francis Blanche. À demain. L'émission durait 2 heures. Il y avait 1 heure où les gages se passaient en studio. Et l'heure suivante, on était dans une voiture émettrice avec l'invité, Dick Rivers, habillé avec le béret, pas la baguette, mais il avait une énorme botte de paille sur les épaules. Sa mission était d'aller dans un immeuble en disant « Je viens pour livrer la botte de paille que vous avez commandée ». Et on avait une ribambelle de gens en voiture qui nous suivaient dans tout Paris pour ne pas rater ça. C'est un type qui est capable d'entrer dans le bureau de la direction quand il y a un conseil d'administration et dire des horreurs, quoi, et puis de refermer la porte. J'étais devant mon micro, il y avait la régie, et tout d'un coup Hubert arrive, se met de dos entre moi et la régie et commence à baisser son pantalon. Une émission qui casse tout. Europe 1, c'est la maison des personnalités, je trouve. Salut les copains. C'est une émission de Daniel Philippaki. Europe 1 a le succès arrogant alors que la concurrence s'affûte. Exemple, SLC se ringardise face au détonnant Roscoe sur RTL, bien dans son temps. Merci messieurs, frappe de force du président Roscoe. Nous sommes derrière les gardes-mobiles, ça feu dans tous les temps. Ceux qui veulent maintenant, oui. En 68, Choiseul, il est dans la cuisine sur le bord de la table en acajou parce que mes parents étaient en grève et on avait le rythme des manifestations. Et Choiseul, il était dans les manifs, il était sur les barricades. Alors c'est vrai que je connaissais Fernand Choiseul en tant que journaliste sportif. Le soir, la rue Gay-Lussac, je suis ça avec passion. D'ailleurs, ça vaut largement les matchs de football. Les étudiants avancent, les étudiants reculent, la police avance, etc. Fernand Choiseul, allez-y. Et il y a déjà une barricade qui brûle et je vois un incendie qui se déclare de l'autre côté de l'autre barricade, et maintenant les barricades sont en feu. Petit à petit, j'ai pris conscience qu'une radio comme Europe 1 avait une autre liberté. On aimait cette radio parce qu'elle était nerveuse, quoi. Et puis on sait pas, si je puis dire. Que par exemple la radio officielle de l'ORTF. Vous vouliez savoir ce qui se passait en mai 68, il ne fallait pas écouter France Inter. Enfin, je crains, hélas, que France Inter n'ait pas pu rendre compte avec l'objectivité. Europe était une radio qui, en fait, retransmettait l'information en direct et tout de suite. Marcellin, qui est ministre de l'Intérieur, voyant qu'Europe, quand même un peu radio-barricade, bloque toutes les fréquences radio-téléphone, car à cette époque-là, il n'y avait pas le GSM. Je suis voir Maurice Siegel, je dis on va bidouiller des téléphones, on va former les journalistes et on va leur apprendre à envoyer les documents à travers leur NAGRA sur des lignes téléphoniques des abonnés. Je me rappelle très bien, j'ai appelé la radio. J'appelle donc tous les syndicats, tous les partis de gauche faisant partie de l'opposition. Et en direct, comme ça, j'ai appelé à la grève générale, enfin je sais plus ce que j'ai dit, je sais pas si c'était très malin, mais c'était ça, quoi. Une radio comme Europe 1 était une radio ouverte. Là non plus, c'était pas un rôle, c'est pas qu'ils accompagnaient ou qu'ils étaient favorables au mouvement de mai 68, c'est qu'ils faisaient leur boulot, ils le faisaient entendre, ils le véhiculaient, ils étaient à la dimension d'histoire, si vous voulez. Mais ça a suffi pour que ça soit ressenti comme un encouragement au crime. Pour moi, mai 68, je n'ai jamais gagné autant d'argent, parce qu'à la fin du mois, on comptait mes prestations. Alors j'avais parlé 7h, 8h, 9h, 13h, 18h, 19h et 22h30. C'est-à-dire que vraiment, les gens étaient accros. Pendant mai 68, il y a eu une explosion des ventes de transistors. Pardon de dire ça, mais ça a été une période heureuse, qui a débouché sur une période malheureuse, parce qu'ensuite, il y a eu le retour de bâton d'après mai 68, et cette maison a méchamment liquidé
un certain nombre de journalistes en leur disant allez vous faire voir ailleurs. Ils étaient estampillés Europe 1, donc ça s'est pas mal passé pour eux. En particulier, je me souviens parce que je l'avais défendu, je suis toujours pas Europe 1, mais je suis venu à une réunion pour le défendre. Vous aviez Georges Filiou, qui a été licencié plus ou moins pour ça, et qui du coup ensuite est devenu ministre de l'information. En 69, l'État annonce la création de la 3e chaîne. La rumeur circule qu'elle serait pour Floira. Déception, ce ne sera qu'une chaîne publique de plus. De grandes voix partent à la concurrence, ou pire, à la télévision. Mais cet appel d'air fait entrer des nouveaux, élevés à l'écoute d'Europe 1. L'impertinence, la culture et la curiosité changent de génération. On est à la bourre de 20 secondes. 20 secondes, bon, on va rattraper ça. 8h10, voici les commentaires de Jean-François Kahn. Oui ou non, les Français sont-ils heureux? En donnant aux défavorisés toutes les chances de devenir puissants, ou en retirant aux puissants les possibilités de le rester? Alors Alors c'était polémique équilibrée, c'est-à-dire on pouvait pas dire de telle tendance, dans telle orientation, mais il m'est arrivé de faire des polémiques extrêmement... Jean-François Kahn, c'est la liberté totale et absolue. Et il y a même une folie, Jean-François Kahn. Effectivement, il est fantasque, il fait des blagues, il rigole. Est-ce que Kadhafi n'est pas un homme, et alors là, en tant que politique, c'est quand même un problème, est-ce qu'il n'est pas un homme qui est obsédé par sa personne, par son propre personnage, par ce qu'il représente, qui veut toujours faire... Je veux dire, quand on entendait Jean-François Kahn, on vibrait, même si on n'était pas d'accord avec lui. Est-ce que j'ai fait réfléchir les gens ? Est-ce que je leur ai contribué à mettre en doute une certitude, quitte à ce qu'ils reviennent, mais avec plus d'arguments? Est-ce que j'ai été utile? Voilà. Au micro, Jean-François Kahn, bonjour. Ce qu'on a retenu, c'est que j'ai été viré d'Europe 1. Et non seulement j'ai été viré, mais j'ai été viré, je crois, 3 fois. Mais c'est bien qu'il y ait des journalistes détestés, ça fait progresser les autres. Mais entre 2 licenciements, j'ai une liberté totale. Alors je l'ai fait pour la musique, mais là, ça a été terrible. En fait, la seule censure dont j'ai été victime à Europe 1 est musicale. Lancelot, Campus, et des gens qui avaient compris que la musique, c'était plus que de la musique. Au micro, Michel Lancelot. Donc on l'a vu, a été très influencé par ce mouvement philosophique transcendentaliste. D'une part par Emerson, pour des raisons, disons, la quête de Dieu, à travers la nature. Et d'autre part aussi chez des groupes comme le Pink Floyd. Je crois que c'est le meilleur exemple que l'on puisse donner, c'est-à-dire à travers la nature, se retrouver soi-même. C'était une grande période d'ouverture et de liberté où on mélangeait tous les sujets qui, à l'époque, étaient extrêmement tabous, du genre la peine de mort, qui existait encore, l'homosexualité, avec de la musique branchée, psychédélique, du classique, du jazz, des chansons françaises engagées. C'était plus possible que l'information se passe uniquement entre hommes sur une station comme Europe, qui se voulait moderne. Jean Gorini, qui était misogyne pour des raisons que je ne veux pas connaître, et il s'est dit, mais l'auditoire était féminin dans la matinée, et donc il s'est dit, il faut faire quelque chose dans ce sens-là. Et il n'y a pas de doute que le féminisme, réformateur, avait besoin d'être exprimé sur une antenne. Et voici maintenant votre rendez-vous avec Christiane Collange. Donc c'est Collange qui est venue parce qu'elle y allait... SOS, éducation sexuelle. Elle vendait des cravates à des pendus. À une condition. J'ai un prénom et un nom. Parce que les femmes s'appelaient Julie, Maryse, et n'avaient pas leur nom de famille. Ça venait de la rédaction. Fallait pas que les femmes, elles sont là pour Europe 1, dire l'heure et les pubs. Elle est ravissante dans son imperméable de gabardine chinée à la grand-papa. Contre les pellicules, Pellitrétal, c'est efficace. Ça marche. Et puis surtout, tu te tais. Vous voulez dire sans doute, madame, qu'il est difficile de commencer à leur expliquer qu'un homme et une femme ne font pas simplement des rapports sexuels pour avoir des enfants, mais qu'ils peuvent le faire pour leur plaisir. Alors j'ai été la première, mais ensuite il y en a plein qui sont arrivés, les copines, Michel Cotta, Catherine Ney, Anne Sinclair par exemple, qui est rentrée comme assistante de Gorini. C'était une pépinière, quoi. Et en attendant, voici Madame Soleil. Aujourd'hui, les Gémeaux bénéficient d'un excellent trigone à Uranus en balance. Madame Soleil, faut déjà le faire, c'était son vrai nom. Germaine Soleil. Lorsque Maurice Siegel la met sur l'antenne, on parle de l'astrologie, on parle de tout ça. C'est pas trop évident. Je suis tout à fait contre ce genre de truc, mais elle avait une personnalité... Puis d'un seul coup, ça éclate. Et quand je dis ça éclate, ça éclate. Fantastique, étonnante, extraordinaire.
15, 20 000 appels d'un seul coup. Ah zut, c'est encore bloqué par Madame Soleil. Et oui, moi aussi. Tout le quartier était entièrement saturé. Parlez plus fort et plus distinctement. Vous m'exposez votre problème, madame. Je suis née à Tananarive. En 93, si je dois vendre ou pas. Si c'est un garçon sérieux. Et quand? Point de vue sentimental, vous avez quelque chose en vue? Oui. C'est une très très bonne année. Je vous dirai ça tout à l'heure. Déjeuner chaud, mademoiselle. Est-ce un événement politique? Non, non, monsieur. Une question, monsieur. Je voudrais sur le commerce extérieur. Écoutez, vous auriez été gentil de nous faire la surprise. C'est ce que je vais faire. En 74, après l'élection de Giscard, je crois que la classe politique a compris que les médias étaient devenus importants. Chirac et son adjoint Baudouin, ils détestent Siegel. La critique avait été symbolisée par le mot de persiflage. Enfin, votre radio persifle et persifleur. Chirac appelle Floirat pour lui dire il y en a assez, ça suffit, 20 ans ça suffit. L'image de Maurice Chezelle a été un choc incroyable au sein de la rédaction, au point que quand j'ai appris qu'il était licencié en même temps que Jean Guerini, je suis venu présenter ma démission aussi à Maurice Chezelle en disant si vous partez, moi je ne resterai pas dans cette maison. Ça a marqué une fracture, une rupture très très importante dans l'évolution de la station. Après, il y a eu un autre Europe 1. On peut dire qu'il y a eu deux grandes périodes dans l'histoire d'Europe 1. Il y a eu, disons, la période inaugurale, la période Floirat, disons. Et à partir de 74, disons l'ère Lagardère, elle est devenue une radio très influente, une radio décisive du paysage radiophonique. Qu'un jour, Lagardère, le père, et il m'a dit, voilà, vous savez, il y a des moments où il faut un peu changer des équipes, de génération. Et il me propose la direction. Là, j'avais commencé à comprendre que derrière, il y avait une action du pouvoir. Je voulais pas me mettre dans cette situation. Or, il y a un type qui était rentré à Europe un peu avant. Étienne Moujotte au micro, bonsoir. Qui était un ami à moi. On avait de très bonne relation, qui s'appelait Étienne Moujotte. Bon, finalement, ils ont fait l'affaire. et il est devenu le patron de la station. Je vous précise tout de suite qu'au bout de 6 mois, il m'a viré. Le journaliste, lui, il était obligé de parler à des gens qui, eux, vivaient. Et quand il s'adressait au pouvoir, on s'adressait au pape. Il y avait une espèce de censure. Moi, j'en ai eu la preuve le jour où je me suis fait virer par Giscard. J'avais dit, oui, président de la République n'est pas allé en Sicile avec Madame Giscard d'Estaing parce que ça le gênait un peu que sa fille épouse un divorcé. Donc, quand vous faisiez une émission de 6 minutes avec 3 questions, eh bien, du coup, votre émission apparaissait explosive. C'est parce que l'émission courte vous permet d'aller droit au but. Voilà. Les fioritures sont à dégager. Expliquez-vous sur Europe 1, ce matin, expliquez-vous Jean Le Canuet. Dernière question, Jean Le Canuet, c'est la plus méchante. Est-ce que, oui ou non, vous allez être, vous et les réformateurs, les godillots de Giscard? Oh, en effet, c'est une épouvantable question. Vous mettez en cause le ministre de la Justice lui-même. Moi, on a cru que j'étais méchant. J'ai été interdit d'antenne, interdit d'invité politique pendant 3 mois par Jacques Chirac. Et il m'a dit, bon, les ministres reviendront à Noël. Bon, je suis sorti, j'ai dit, youpi, quoi. Voilà. La musique est un pilier de l'antenne d'Europe 1. Et dans les années 70, Jean-Loup au microphone à sourire. Hit Parade, musique, basket et les podiums européens sont très populaires et réunissent tout le showbiz hexagonal. On invitait tous les journalistes de la presse de province, tous les journalistes de la presse parisienne. On faisait de vraies olympiades, course d'âne, tir à l'arc, concours de pétanque, match de football. Moi, j'ai joué avec Dave au football. Il y avait des vraies médailles qui étaient remises. Les retombées européennes à ce moment-là, mais c'était énorme. Il y avait 2 avions qui transportaient tout ce beau monde. Et Hubert avait eu cette idée merveilleuse de dire, avec le micro de l'hôtesse de l'air, il avait dit « Je ne sais pas, mais si l'avion s'écrase, on ne saura jamais lequel d'entre vous a le meilleur attaché de presse. » 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
esquimaux. Pas oublier le parapluie et même un paravent. Les dossiers extraordinaires. J'enregistrais chez moi dans ma chambre à coucher. Je mettais un siège style charrue, vous savez, siège en métal, là, bien, avec des trous dedans. Mais la particularité, c'est que j'étais entièrement nu. C'est tout simplement parce que j'ai toujours été très sensible à tout ce qui gratte, tout ce qui pique, etc. Et je ne voulais surtout pas être dérangé par, vous voyez ce que je veux dire, ce genre de choses. Je suis totalement possédé par l'histoire. Donc j'oubliais mon corps totalement. Et pour l'oublier, il fallait que je sois à poil. Voilà. Alors ma femme était couchée dans le lit, s'endormait assez rapidement parce que bon, hein, et je racontais mes histoires. Voilà. À poil. Au 1er janvier 76, ça c'est une date que j'oublie pas, Moujotte m'a dit, écoute, c'est toi qui l'as voulu, cette émission, si tu peux nous démontrer que c'était la bonne solution, ben tu y vas. Et il a été ce qu'on appelle le premier anchorman, le premier homme qui était capable de faire de l'info et de l'animation. Cette émission de 6h à 9h, c'était bien sûr un journal évolutif toutes les demi-heures, adapté à la clientèle de cette heure-là, par exemple, à 6h du matin, aux gens qui prenaient le travail dans les 3-8 ou bien à Boulogne-Billancourt chez Renault. Et en revanche, on faisait à 8h un journal des cadres. Europe 1, il est 6h. Bienvenue et bon réveil à tous. J'allais dire, le Carillon, pour moi, c'est la vedette de la radio le matin. Mince, je suis en retard. Mon train, il va partir dans 2 minutes. Mon avion, machin. Quand j'écoute le Carillon, je dois déjà être habillé. C'est le repère permanent. Ils avaient déplacé l'horaire de Yvan Levaille et les gens étaient persuadés quand ils entendaient Yvan Levaille qu'il était 8h15. Seulement, il était 8h30 et il partait en retard. Ça décalait, mais complètement. Parce que c'est quand même le prime time de la radio le matin, hein, avant 9h. Dans le 6h, 9h, il y avait bien sûr des pubs, il y avait des journaux toutes les demi-heures, mais il y avait aussi de la musique et il y avait un jeu. Moi, j'ai vu Philippe Gildas avec son casque, faites vos prix, c'est plus, c'est moins, et puis en même temps écrire son journal. Elle m'a obligé à changer ma voix parce que c'est vrai qu'on fait pas un jeu comme Faites vos prix dans lequel j'entrais à égalité avec elle quand on présente le journal de 8h. Je disais alors, pendant les pubs, je disais, mais Philippe, pourquoi vous souriez pas? Même s'il y a des mauvaises nouvelles derrière, pas trop grave, quoi. On dit bonjour avec un sourire, ça aide quand même. Voilà, j'ai appris ça, pas grand chose d'autre, hein. C'est qu'il faut une présence féminine à l'antenne comme ça, en continu. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait une femme, pour celles qui écoutent, qui sont dans leur salle de bain et qui se disent, il y en a déjà une qui est prête, qui est là-bas, qui est maquillée et qui accueille tout le monde. Et ce rôle-là, moi, je le prends très au sérieux par rapport aux auditrices. Il sera là ce matin, il y avait des enregistrements à faire au studio. Europe numéro 1, 10h, directeur de l'information éditorialiste, Étienne Moujotte. Nous sommes leur premier contact avec l'information et de cette façon nous donnons le ton. Le contenu des informations à la radio le matin inspire le contenu des journaux télévisés le soir. C'était une rédaction qui avait un aspect ENA de l'audiovisuel. Comme Jean Boissonnat, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, qui était brillantissime. Il est devenu, à la fin de sa carrière, sous-gouverneur de la Banque de France. Si vous voulez, quand Boissonnat parlait, tous les ministres écoutaient. On s'est retrouvé première grande radio 6 mois plus tard. On était à 27% de part d'audience. C'était phénoménal, les résultats d'Europe. 5, 4, 3, 2... Après, on a été rattrapé par la politique. Et évidemment, au lendemain de 81, Étienne a été lentement mais sûrement expulsé vers le journal du dimanche, tout en restant dans le groupe. Yvan, mais on a l'impression qu'il avait vu la Vierge le jour où il avait rencontré François Mitterrand à Solutré. Mais ça n'a jamais été l'ensemble de la maison, parce que le débat à Europe, il était vif, parfois violent. Moi, j'ai connu dans la rédaction des types qui se battaient. Mitterrand ouvre les fréquences aux radios libres FM qui viennent ponctionner une partie de l'audience des radios périphériques et principalement celle d'Europe 1 qui programme beaucoup de musique. Oui, allô ? J'étais devenu le directeur de la maison à l'époque. Hein. Et c'est là où j'ai créé le Top 50 pour faire en sorte que sur Europe 1, on ait le seul classement incontestable, celui-là, puisque Nielsen notamment, qui était le seul capable de compter les boîtes de petits pois dans les Monoprix, eh ben, j'étais allé chercher Nielsen pour compter les disques chez les disquaires ou dans les supermarchés. Et c'est quand le Top 50 ? C'est 1, l'après-midi 16h, 16h30, 2, le soir 20h, 20h30, 3, le dimanche. Discutons-en un petit peu si vous le voulez bien.
Et Europe 1 a repris à ce moment-là le dessus à travers un top 50 que, pour le rentabiliser, nous avons vendu ensuite à notre allié du moment, qui était Pierre Lescure, à Canal+. Et à partir de ce lien particulier, dans les années donc 82 à 84, eh bien, il va y avoir une vraie connexion entre Europe 1 et Canal+. Soit dit en passant, c'est ça qui va donner naissance à Nulle part ailleurs. Or, dans Nulle part ailleurs, il y a plein de jeunes qui viennent d'ici, qui viennent d'Europe 1, qui soient chroniqueurs ou qui soient simplement preneurs de son qu'on avait transformés pour devenir caméramen, cadreur sur le plateau dans les émissions de Canal+. Le plus bel exemple étant justement Coluche, qui va aller faire là-bas, alors qu'il est chez nous en contrat ici à Europe 1, Coluche Info, FAUX bien entendu. Hein. Bonjour, bonjour, les petits enfants, c'est à Guignol maintenant. C'est le premier qui dit putain, con, merde, ma poule. Ça, à la radio, c'était un scandale. Et la rédaction d'Europe 1, qui est une rédaction top niveau, ne veut pas entendre parler de Coluche, qui est un garçon vulgaire, etc. Tout le monde disait quoi? C'est des injures, ce style inadmissible. C'est quand même Gildas qui nous a dit que Coluche c'est quelque chose. C'est une petite révolution qui se passe à Europe 1 et il faut en profiter. C'était vraiment la personne la plus adaptée au style d'information et de musique et de divertissement d'Europe 1. Coluche adorait Biro, puis Francis Blanche-Pierre Dac, c'est exactement dans sa ligne. Hein. Il avait entendu ça sur Europe 1 et c'était l'esprit d'Europe 1, donc il était très content ici. Effectivement. Il passait dans la rédaction entre un peu avant 14h et il venait, il disait, t'as pas des dépêches là, donne-moi des dépêches. Parce qu'il improvisait beaucoup et à partir des dépêches. Vas-y, le RPR, il a encore gueulé le RPR. Ils l'ont pas, hein, le pouvoir, hein. Ils sont pas contents. Hein. Et voilà, pas qu'il y a une année où 2 papes sont morts, dont un pape qui n'a pas duré longtemps. Enfin, Coluche fait son émission lors de la mort du premier pape et il fait un numéro à l'antenne très décapant, très antipapiste, très laïque. C'est écrit dans le journal, mesdames, messieurs. C'est peut-être des conneries, mais c'est écrit dans le journal. Évidemment. Téléphone, mais massif de toute la francophonie. Et ça se passe très mal. Premier pape. Et arrive la mort du second pape. Et Coluche est là, il va être 14h, le directeur des programmes s'appelle René Klettmann. Et il me dit, écoute, tu veux pas venir avec moi parce que il faut qu'on aille demander à Coluche de s'apaiser. On entre dans le studio, Coluche pique une colère incroyable. Bon, oui, il y a un pape qui est mort, je sais. Eh ben, tu sais ce que tu fais? Moi, je m'en vais et vous prenez l'antenne à ma place. Klettmann lui dit, mais non, Michel, on vient simplement... Bref, on décide de le laisser. On se met dans le couloir et on attend. Bonjour, j'ai une dépêche sous les yeux. Je me dis, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et il lit la dépêche, il dit, le syndicat des producteurs de pruneaux d'Agen se félicite de la récolte cette année. Jamais on n'a enregistré dans l'Agenais une récolte aussi considérable. Bref, dit-il, c'est une très bonne année pour les pruneaux et une très mauvaise pour les papes. Ça, c'est quand même pas triste. C'est quand même pas tous les jours. Je te jure que c'est vrai. 1986, l'État revend ses parts dans Europe 1 à Lagardère et son groupe Hachette. La radio est enfin complètement privatisée. Il a vécu avec des rêves inouïs, Lagardère. J'évoquais tout à l'heure la course automobile, la course hippique, le football, l'aérospatiale, évidemment la télévision, etc. Il s'est jeté à corps perdu dans la tentative de rachat de TF1 qui l'a pratiquement mené à la faillite. Il s'en est sorti parce qu'il avait une capacité de résistance extraordinaire. Mais il y a eu trop de changements politiques pour qu'il puisse vraiment concurrencer. Et puis à un moment, Bouygues a racheté TF1 en mettant un paquet d'argent. Au fond, qu'Europe 1 devienne une télé, personne ne lui a probablement dit à l'époque que c'était une absurdité. La station est concurrencée sur ses fondamentaux. Alternance de succès et d'échecs, les grilles et les animateurs se succèdent. Europe 1 ne sait plus dans quelle direction aller. Jouer Europe 1 ? Mais c'est la pêche! En 10 ans, la radio passe de seconde à 5e position.
En 1996, Europe 1 fait appel à Jérôme Bellet, créateur de France Info et LCI. Donc, Jérôme Bellet, il a une intuition, c'est il faut redonner une identité à Europe 1, la repositionner pour avoir une offre très claire. Sa démarche, moi j'y adhérais totalement, c'était de dire, il y a des chaînes musicales, c'est pas la peine de s'enquiquiner à passer des disques, si les gens veulent de la musique, ils savent où aller. Bon. En revanche, l'info, on a toujours joué un rôle important à Europe 1, donc il faut que l'info prime. Donc c'était fait par des journalistes, l'antenne, et il a considéré qu'il n'y avait pas besoin de tous ces animateurs, parce qu'avant on était très nombreux, nous. Les animateurs et animatrices, on était au moins 15, en dehors des journalistes et des émissions. La voix d'accompagnement, j'étais la seule de la semaine. Il a réinventé un format qu'on a appelé News and Talks, en bon français, c'est-à-dire 3 grandes tranches d'infos, le matin, le midi, en fin d'après-midi, et entre les deux, des débats, un animateur entouré de chroniqueurs. Ça a une vertu très forte, c'est que ça a redonné une cohésion à Europe 1, ça lui a redonné une identité, ça lui a redonné une singularité. C'est lui, par exemple, qui a fait venir Morandini. Aujourd'hui, Morandini a 3 heures de talk dans Europe 1. C'est lui qui a fait venir Ruquier, et c'est Cyril Hanouna qui l'a remplacé. C'est lui aussi qui a inventé à la fin de la matinale le fait de mettre un imitateur. À l'origine c'était Laurent Gérard et puis finalement Jean-Pierre Elkabbach a fait venir Nicolas Canteloup. Et donc la structure fondamentale d'Europe 1 telle qu'elle a été inventée par Jérôme Bellet, c'est notre format encore aujourd'hui. Moi je dis Europe 1 c'est une radio dans l'air du temps. C'est à la fois Canteloup et l'Afghanistan. Ce que j'appelle l'air du temps, c'est cette capacité à coller à la société française. Dans le divertissement, dans la gravité, dans l'information. Et c'est un équilibre qui est plus ou moins réussi en fonction des périodes, mais l'un ne va pas sans l'autre. Jean-Luc Lagardère disparaît en 2003 et son fils Arnaud prend la tête du groupe. À la direction d'Europe 1, il nomme en 2005 un homme de la maison, Jean-Pierre Elkabbach, qui replace la station dans son ADN de généraliste, une ligne que vont poursuivre les directions successives. Les radios généralistes ont plus que jamais un sens et un avenir parce qu'elles font référence et qu'il faut faire des choix d'informations, les éditer autrement. On veut donner à nos auditeurs de l'intelligence des événements. Europe 1 Soir. On est en ligne avec François Claus, qui est le premier journaliste d'une radio française à être entré clandestinement en Syrie. C'est une population en résistance au sens littéral du terme, rue par rue. Pour moi, leur portage se joue très souvent dans les interstices. On va manger un shawarma dans la banlieue sud de Beyrouth, là on reste 1h30, ça apporte rien, mais on regarde le monde chiite autour de soi en train de bouger. Ce sont des choses qui ne sont pas un rendu immédiat, mais qui nous fourniront un adjectif, un mot, une manière de parler du pays qui sera un petit peu plus dense. Les médecins transforment des arrière-boutiques en cliniques d'urgence, des voisins échangent le pain, ouvrent des brèches dans les murs pour offrir des passages secrets, des manifestations. Le monde de l'info continue, généralement, à tuer et briser ces interstices qui rendent les reportages un peu plus aseptisés et moins personnalisés. À un moment donné, les auditeurs ont besoin d'être tous ensemble au même moment et d'avoir cette référence qui, comme on dit souvent dans les rédactions, met l'église au milieu du village. Et ça, il faut qu'on continue absolument de le faire, tout en incorporant leur point de vue, leur analyse, leurs contradictions, leurs critiques. Le fait de ne pas être les premiers, le fait de déranger un petit peu, de bousculer le système, d'être de temps en temps un tout petit peu derrière la ligne jaune, ça, c'est vraiment l'état d'esprit de la maison. Il y a quelque chose à Europe qui tient à la... Je parlais de nervosité, mais la réactivité, on est plus avec un hors-bord qu'un paquebot. Bon, le service public est un paquebot. On n'est pas non plus le grand média populaire, généraliste, qu'est RTL en radio, qu'est TF1 à la télévision. Enfin, c'est vrai que c'est dur de travailler à Europe. Il y a moins de monde à Europe 1 qu'il y en a chez nos concurrents, il y a un peu moins de moyens, et pourtant on essaie d'être aussi bon et souvent meilleur. Moi, je crois que c'est une rédaction heureuse parce qu'elle bosse. Alors, si je dis ça aux patrons, ils diront que j'exagère, mais je crois qu'ils ont compris qu'une rédaction heureuse, c'était une rédaction surmenée. J'entends la voix de Joulin qui est « Bon, on va demander à Guillaume, il va se démerder. Guillaume, est-ce que tu pourrais pas nous trouver une Indira Gandhi pour demain matin, le journal de 8 heures que fait Gilles Das ?» C'était ça le type de défi. Il n'y avait pas de limite aux heures qu'on passait en cabine pour essayer de retrouver quelqu'un. Zéro limite. Plus de 8 mois pour avoir Poutine, j'ai eu Poutine. Donc rien n'est impossible. Mais ça peut être le maréchal Sissi, le nouveau patron de l'Égypte. Ça peut être le pape François. Il n'y en a qu'un qui m'échappe encore
c'est Dieu, s'il existe. Donc c'est difficile, parce que ça veut dire qu'il faut travailler davantage. Il faut être plus exigeant. Et Europe 1 a toujours eu cette capacité à mettre les moyens et à être là dans toute son histoire, dans les 60 ans, au moment où le monde basculait. Ici, vous savez, les journalistes qui regardent le journal de 20h disent « Bon, c'était dans le 20h, donc ce ne sera pas sur Europe 1 le lendemain ». Donc voilà, ce sont des règles très strictes, mais qui, encore une fois, fondent le contrat d'écoute qu'il y a entre nous et les auditeurs. Il y a une capacité à coller à l'histoire du monde qui est culturellement et génétiquement intégrée dans cette maison. On est porté par ça. Il y a quelque chose de très fort dans cette notion de challenger, de passion commune pour l'info, pour les programmes. C'est très commun à tous les gens qui y sont passés. Ce côté, on se serre les coudes et ensemble, on va être dans l'aventure. L'accueil est généralement assez rude, un peu compliqué de s'intégrer. Mais alors après, on n'arrive plus à en sortir. C'est là qu'on a rencontré nos maris, comme Maryse et moi par exemple, ou alors des grandes histoires d'amour, ou le père de son enfant, enfin bon, il y a eu plein de trucs ici. Et on déjeunait ensemble, on dînait ensemble, le fait de ne pas gagner énormément d'argent aussi renforçait la sympathie et la fraternité qu'on avait les uns avec les autres. Ma fille est pratiquement née là, elle a fait ses premiers pas dans la maison, mes amours sont nés là, voilà. Le lien culturel avec la boîte est très fort. Et ce patrimoine, il se transmet effectivement. C'est une école de formation et qu'aujourd'hui, on voit tous ceux dans toutes les télévisions, les grandes radios partout, je veux dire, beaucoup sont passés par Europe. Voilà. Ce qui est vrai, même si je dis ça ici, à RTL, où je suis revenu et qui est ma maison de cœur, mais j'ai toujours une part de moi qui est restée à Europe 1. C'est une aventure humaine très forte. Je me dis, quelle belle école. De la liberté. Et de la presse. Et de l'information maîtrisée. Maîtrisée. Aujourd'hui, c'est sur le numérique que l'ADN d'Europe 1 fait sa mue génétique. Europe 1, ça a été pendant 60 ans une radio. Et c'est maintenant, non pas une radio, mais une radio qui s'écoute sur un appareil radio traditionnel, mais qui s'écoute ou qui se regarde ou qui se lit sur des tablettes, sur des mobiles, sur des réseaux sociaux. C'est plus une planète, c'est un système solaire. On peut parfaitement imaginer à l'avenir que on aura plusieurs versions d'Europe 1. En fonction des goûts, on aura un Europe 1 culture, un Europe 1 sport, un Europe 1 politique, et chacun pourra fabriquer quelque part l'Europe 1 de son choix en mêlant des programmes. C'est l'immense innovation du numérique qui fait du consommateur le roi. Alors peut-être que c'est un rêve fou, peut-être que c'est un rêve trop grand, mais moi je crois pas. Je crois que c'est quand on fait des rêves très grands, des rêves immenses, qu'on est sûr de ne pas les perdre de vue en les poursuivant.